Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voilà ce que l'on peut retenir en ce vendredi 27 mars. La bibliothèque universitaire fête ses 10 ans, élèves et professeurs rassemblés à l'occasion de cet anniversaire. En ce moment, c'est le SIDAction. Des opérations ont lieu partout en France, également à Saint-Quentin, en Yvelines, avec l'association Chef Prévention. Dimanche, il vous faudra avancer vos montres d'1 heure avec le passage à l'heure d'été. Certaines associations sont contre. Nous ferons le point avec Eleanor Gabarin, la présidente de la SED. Mais tout d'abord, donc, la bibliothèque universitaire fête ses 10 ans. Retour sur l'histoire de la structure qui ne manque pas de projet. Mathilde Capberne et Patrick Jacques de Dixmude. Dans les années 90, c'était un projet audacieux. La bibliothèque universitaire de Saint-Quentin en Yvelines naît d'une coopération entre la région Île-de-France, la communauté d'agglomération et la ville de Guyancourt. Après 6 ans et un peu plus de 17 millions d'euros d'investissement, le bâtiment est un véritable carrefour culturel. En 2005, la bibliothèque est déjà en avance sur son temps. Déjà, au niveau de la construction, elle prenait en compte les nouveaux usages des bibliothèques et notamment la nouvelle donne entre le papier et la dématérialisation. Ça, c'était vraiment un fondamental et elle marquait déjà une sorte de modernité dans les bibliothèques universitaires qui n'étaient plus que des lieux de savoir un peu écartés de la ville, mais vraiment aussi des lieux d'accueil un peu pluridisciplinaires avec une ouverture, et ça se voit dans l'architecture, pour être un lieu de vie en fait et pas seulement un lieu de travail, même si c'est avant tout un lieu de travail. Lieu dynamique, en 2013, elle réaménage ses espaces de travail en groupe ou en solo et propose des conférences dans son auditorium ainsi que des expositions. La bibliothèque s'adapte au fur et à mesure des usages. Évolution du parc informatique avec 70 ordinateurs à la disposition des étudiants, mais pas seulement. On a eu aussi toutes des choses qui ne se voient pas, mais un accès à distance de toutes les collections, bases de données électroniques, périodiques électroniques, qui avant étaient consultables en ligne, mais que sur les postes dans l'université. Et depuis quelques années, s'est mis en place cet accès à distance, où les étudiants et les enseignants et les chercheurs, enfin tout le personnel, toute la communauté universitaire de l'UVSQ, peut se connecter à distance sur toutes ces bases de données. La structure ne compte pas en rester là. Elle a pour projet de développer un Learning Center, lieu de travail, de culture et de service avec des ateliers d'apprentissage, mais aussi de détente grâce à l'ouverture d'une cafétéria. Et puis rappelez-vous, une collecte de dons avait été lancée par la fondation de l'UVSQ pour financer des ouvrages de cette bibliothèque universitaire. À ce jour, 170 581 € précisément ont été collectés. Les premiers livres sont arrivés et mis à la disposition des étudiants. La campagne de collecte se poursuit jusqu'au 30 juin afin d'acheter 7 500 nouveaux ouvrages. Dimanche 29 mars, à partir de 18h, Radio Sensation s'associe au SIDAction et vous proposera un hebdo politique consacré donc à la lutte contre le sida. Nicolas Kirillovic recevra notamment Jean-Luc Romero, le président de l'association Élus locaux contre le sida et du Centre régional d'information et de prévention du sida en Île-de-France. Il est également conseiller régional d'Île-de-France et il recevra également Eddy Haït, vice-président de l'association Élus locaux contre le sida et conseiller également régional PRG d'Île-de-France. Je vous propose un extrait de l'émission. Jean-Luc Romero, quand 27% des Français déclarent que l'on peut guérir du sida aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire ? Comment ça se fait qu'il y ait 3 Français sur 10 en 2015 qui pensent ça ? Oui, je disais tout à l'heure, il y a un retour en arrière des connaissances et qui est assez inquiétant, notamment dans notre région, parce que si vous me permettez de rebondir sur ce que disait Eddy, il faut quand même, quand on parle de la responsabilité des élus, notamment ici en Île-de-France et à Paris, elle est quand même très particulière. On a en Île-de-France la moitié des cas de VIH de tout le pays. On a à Paris un quart des cas de VIH, c'est-à-dire qu'en gros, sur Paris, c'est certainement 40 000 personnes, plus que les 2 premiers arrondissements, qui vivent avec ce virus. Donc, comment peut-on être totalement indifférent et dire que c'est pas une question de santé publique essentielle dans la région, quand on est élu d'Île-de-France? La lutte contre le sida n'intéresse plus personne, hein, il faut être honnête, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais qu'il faut plus que jamais continuer, parce que paradoxalement, il n'y a jamais autant de gens qui ont vécu avec le sida dans le monde, 34 millions, et puis en France, 150 000 personnes. Et sur le terrain, les associations continuent de mener des opérations de sensibilisation. C'est le cas de l'association HF Prévention. Cette semaine, Jérôme André et ses équipes étaient à l'université de Versailles-Saint-Quentin pour proposer des dépistages aux étudiants, des tests minutes. Yolande Thorez, Élodie Moine. Raphaël est étudiant à l'université.
Ils profitent d'une courte pause pour venir se faire dépister auprès des bénévoles de l'association yvelinoise HF Prévention. Un test d'1 minute précédé d'un entretien pour savoir s'il est séropositif ou non. Vous voyez combien de points? Un seul. Un seul. Donc votre test est négatif. Ok. Maintenant, je vais quand même vous demander ce qui est important pour nous, de savoir quel est le dernier rapport sexuel non protégé que vous avez eu. Comme lui, 200 à 400 étudiants sont venus faire le test dans la journée, la plupart du temps par prévention. J'ai changé de partenaire et même si j'ai jamais fait ça, on n'est jamais trop à l'abri. Donc c'est toujours mieux d'assurer le coup plutôt que de se retrouver au final avec le sida sans le savoir. Là par hasard aujourd'hui je suis passée devant. Donc avec mes amis on s'est dit pourquoi pas faire un test. Voilà. Les 27, 28 et 29 mars prochains, 3 jours pour favoriser la recherche contre le sida. Le SIDAction 2015 va tenter de collecter un maximum de fonds à travers différentes actions dans toute la France. L'infection ne doit pas être banalisée, elle touche encore 6 à 7 000 nouvelles personnes chaque année en France. Un fléau contre lequel se bat HF Prévention dans les Yvelines depuis de nombreuses années à travers ses actions. L'idée, c'est de réduire les risques, que les gens comprennent où est-ce qu'ils prennent donc des risques sexuels, et puis qu'ils puissent aussi avoir une réponse quant à leur statut sérologique sur le sida. Alors les étudiants, c'est un cœur de cible, c'est une population donc à risque, on le sait tous, il y a pas mal de soirées, il y a pas mal aussi de conduite à risque, je pense à l'alcool, mais notamment entre autres, mais pas seulement, et c'est vrai que pour le coup, on a une vraie nécessité à venir les dépister régulièrement. En l'occurrence sur Saint-Quentin, on aimerait bien que ce soit un peu plus que simplement une fois par an. Nous, on estime qu'il faudrait que ce soit 2 à 3 fois par an pour effectivement avoir une vraie action de prévention. L'association se déplace aussi dans les centres commerciaux et les cœurs de cité des Yvelines. Sur l'ensemble de ces actions, 2% des visiteurs se révèlent séropositifs. C'est plus que dans un centre de dépistage fixe qui n'en détecte que 0,2% dans l'année. HF Prévention en profite aussi pour faire connaître son application TUP pour trouver un préservatif. Depuis son lancement l'année dernière, ce système qui permet de géolocaliser préservatifs et lieux de dépistage a été téléchargé plus de 60 000 fois sur les smartphones. Dimanche, c'est l'heure d'été, il faudra avancer ses montres d'1 heure, 1 heure de sommeil en moins, mais pour 1 heure de soleil en plus. Alors ceux qui apprécient les activités en plein air vont se réjouir évidemment de ce passage à l'heure d'été, instauré en France une première fois en 1917, abandonné à la Libération et remis en place en mars 1976 après le choc pétrolier. L'objectif annoncé donc de ce passage à l'heure d'été, faire des économies d'énergie, selon une étude de 2009 qui a estimé que l'heure d'été permettait d'économiser 400 gigawatts rien qu'en éclairage. Alors des associations militent toutefois contre ce changement d'heure. C'est votre cas, Éléonore Gabarin, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes la présidente nationale de l'association contre l'heure d'été double et vous êtes yvelinoise. Qu'est-ce que vous reprochez à l'heure d'été? C'est sympa, il fait jour plus tard et ça permet de faire des économies. C'est le printemps qui fait que les jours rallongent. Et vous parliez d'activités de plein air. Le matin, c'est moins facile. C'est sûr, c'est moins facile. Et en début d'après-midi, il fait plus chaud, on retarde les sorties. Il y a des effets pervers dans tous les sens. Mais côté énergie, depuis des années, plusieurs études ont montré qu'il y avait des surconsommations pour les chauffages. Les matinées sont plus froides, pour la climatisation et aussi parce qu'il y a un supplément des trafics. Et donc, en tout, si on tient compte des études européennes et américaines, eh bien, les bilans seraient déjà plutôt négatif. Plutôt négatif de l'heure d'été. Voilà. C'est aussi assez mauvais pour le sommeil parce que du coup, on se couche forcément plus tard parce qu'il fait jour plus tard. Oui, tout à fait. Il y a une perte de sommeil d'abord pour s'adapter au changement, mais après, quand les jours sont vraiment très longs autour du solstice d'été, il y a ce retard important de l'obscurité. Or, notre hormone du sommeil, la mélatonine, elle est bloquée par la lumière. Elle a besoin évidemment d'obscurité pour pouvoir se il faut mettre en place. 2 heures à peu près des lumières atténuées pour pouvoir trouver le sommeil. Donc, d'où des problèmes, surtout pour les enfants qui ont besoin davantage d'heures de sommeil. Pour ça que nous ne nous étonnons pas que la réforme des rythmes scolaires, donc même si elle a des vertus, n'apporte vraiment pas de progrès, et parce qu'on n'a pas tenu compte que si on perd un peu de sommeil, si le sommeil est trop juste tous les jours de la semaine, sans la pause du mercredi, eh bien les enfants vont être fatigués. Donc le changement d'heure, l'heure d'été, ça ne résout pas les problèmes de consommation d'énergie, vous nous l'avez dit, et ça pose des problèmes sur le rythme chronobiologique. Le 24 mars, à Bruxelles, il y a eu la réunion de 3 commissions européennes autour de cette question. Qu'est-ce qui s'est dit?
Mais écoutez, tout le monde était d'accord pour souhaiter l'abandon du système RDT et des experts sont venus pour dire à nouveau que le bilan énergétique n'était pas bon. Et il y avait Mais est-ce que ça peut changer les choses? Est-ce que du coup, demain, il peut y avoir une directive européenne qui dise... Pas facile, parce que les députés européens qui ont la meilleure volonté, ils travaillent les sujets, mais ils ont pratiquement pas de pouvoir, vous savez. Il faut savoir qu'en Europe, c'est la Commission de Bruxelles qui a le pouvoir de proposition, et si le Parlement fait des amendements à une directive, il peut tous les rejeter. Et la Commission ne veut pas bouger. Mais bon, on va faire en sorte que ça bouge. Alors, notre association va s'adresser à nouveau à l'Allemagne, parce que si la France et l'Allemagne donc demandaient à la Commission de revoir les systèmes, eh bien ça serait sans doute décisif, parce que ça a bougé à la Fédération de Russie, vous savez, qui a abandonné le système. Tout à fait, la Fédération de Russie qui a abandonné en 2014, je crois. Il y a pas longtemps. 2014, effectivement, l'heure d'été. Est-ce que vous êtes entendu au niveau politique français? Je crois que François Bayrou et Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France vont plutôt dans votre sens. Tout à fait. Au niveau du gouvernement de la majorité socialiste, qu'est-ce qu'on vous répond aujourd'hui? Eh bien, M. Hollande avait écrit à un de nos adhérents en disant qu'il souhaitait rouvrir les débats sur l'heure d'été sans tabou. C'était très sympathique, mais il n'a rien fait. Parce que vous savez qu'il n'a aucun conseiller qui soit scientifique. Bon, il est entouré de littéraires, et donc pour un problème qui est avant tout scientifique et qui est complexe, eh bien, c'est pas l'idéal, mais peut-être arrivera-t-il, d'autant plus que maintenant, donc, son ancienne compagne, Madame Ségolène Royal, est au ministère de l'écologie, et elle avait fait un rapport où elle disait que les économies d'énergie étaient insignifiantes. Donc l'espoir renaît pour votre association? Nous avons toujours de l'espoir parce que c'est très clair. Seulement, il faut qu'on veuille regarder la chose. Et je pense qu'on arrivera. Je ne sais pas quand, mais on continue les combats et on dénonce ce qui est une erreur. Même si on ne gagne pas, on est obligé, à cause de toutes les victimes, même des accidents de la route qui augmentent, on est obligé de dénoncer cette erreur. Et dernière question, votre association s'appelle l'Association contre l'heure d'été double, parce qu'il faut comprendre que, du coup, avec ce passage à l'heure d'été, la France est en décalage de 2 heures par rapport au temps solaire, je ne sais pas comment on appelle ça. Elle est en avance de 2 heures par rapport à l'heure du fuseau donc géographique qui est centré sur le méridien de Greenwich qui passe par Saumur et Tarbes. Et donc en hiver déjà nous avançons d'1 heure, ça devrait rendre heureux des gens qui aiment ça et voir ceux qui cherchent des économies toutes petites mais qui le veulent. Mais donc en été ça va faire 2 d'avance. Et c'est un cas unique, avec l'Espagne qui aussi avance beaucoup, mais qui justement se pose des questions et il envisage de prendre en hiver l'heure du méridien de Greenwich. D'accord. Donc la France en avance de 2 heures par rapport au soleil. Et Eleanor Gabarin qui hoche la tête, effectivement, la France en avance de 2 heures, un cas quasiment unique au monde. Tout à fait. Merci à vous d'être venu sur le plateau de TV. Mais dimanche, vous allez quand même changer votre montre. Vous allez quand même vous adapter quand même à l'heure d'été. Non, écoutez. Ou alors vous restez chez Eleanor Gabarin, il fait toujours une heure de moins. J'ai regardé l'heure de mon portable et figurez-vous qu'il a déjà avancé l'heure au moment où les Américains le faisaient. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de désordre et beaucoup donc d'usagers des appareils où l'heure apparaît. C'est fait automatiquement, c'est la technologie. C'est un peu de désordre. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du journal. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, cette dernière information, notez ce nouveau rendez-vous politique de la rédaction de TV Fil. Le deuxième tour des départementales, c'est à vivre en direct sur notre antenne à partir de 19h45 ce dimanche. Analyse, commentaires, réactions à chaud des candidats des cantons de Trappes, Montigny-le-Bretonneux, Maurepas, Plaisir et Saint-Cyr-l'École. Et puis depuis les bureaux centralisateurs avec nos équipes de journalistes sur place. Et donc dimanche, en direct à partir de 19h45, une émission présentée par Wilfried Richy en partenariat avec Radio Sensation. Ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas donc dimanche d'avancer vos montres d'1 heure. Bonne soirée, bon week-end.